Bonjour à tous. Merci d'être présents à cette conférence intitulée « Reprendre les rênes de son mental et retrouver une force morale ». Je suis Carole Van Bessler, professeure diplômée de Vini Yoga et de Yoga Thérapie. Je me suis spécialisée dans l'approche thérapeutique du yoga. Et le thème de cette conférence aujourd'hui, en fait, est une réponse à la question que bon nombre d'entre vous me posaient, à savoir, peut-on recourir à la yoga thérapie pour des problématiques autres que physiques ou physiologiques, mais davantage reliées au mental. Alors, on entendra par là, par exemple, stress chronique, symptômes anxieux généralisés, déprime, burn-out, dépression, troubles alimentaires, dépendance, un ensemble. Donc cette conférence va vous expliquer l'approche thérapeutique du yoga et comment on peut recourir à la yoga thérapie dans ce cadre-là. Alors, je suis ravie de vous parler du mental aujourd'hui parce que s'il y a bien une partie de la constitution à laquelle le yoga s'adresse, eh bien c'est avant tout le mental. Et d'ailleurs, toute technique qui n'aurait pas d'effet sur le mental n'est pas du yoga. Alors, je vais vous expliquer comment et pourquoi, et vous l'expliquer, je précise bien, selon l'approche du yoga. Pour commencer, je vais m'appuyer à plusieurs reprises pendant cette conférence sur le texte de référence du yoga qui est le Yoga Sutra, et qui décrit justement le fonctionnement du mental et développe les moyens et les méthodes pour parvenir à son fonctionnement optimal. Le deuxième sutra, le deuxième aphorisme du Yoga Sutra décrit ainsi le mental, c'est-à-dire que le yoga est la maîtrise des activités du mental. En d'autres termes, en fait, c'est l'atteinte d'un état d'équilibre, un état qui n'est pas ou plus perturbé par ces activités du psychisme que l'on va évoquer après et qui donne du coup la faculté à pouvoir se concentrer sur un objet donné, sur l'action qu'on est en train de faire et ceci le temps nécessaire à cette action. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi vouloir ceci? Eh bien, le cinquième aphorisme du Yoga Sutra nous explique que ces activités psychiques sont au nombre de 5. Alors, il y en a bien sûr énormément, mais il va lister ces 5 actions qui sont la compréhension correcte, la compréhension incorrecte, l'erreur, l'imagination, le sommeil sans rêve et la mémoire. Et que ces activités du mental, psychique, peuvent être source de souffrance ou pas. Alors, on va entendre en fait par souffrance tout symptôme en fait qui nous fait quitter cet état d'équilibre, de sérénité, cet état où en fait il y a une absence de manifestation de symptômes pour justement la présence de symptômes. Alors, je vous donne un exemple pour illustrer ça. Par exemple, prenez vos yeux depuis ce matin. Si vos yeux fonctionnent correctement depuis que vous vous êtes levé, eh bien, vous ne pensez pas à vos yeux, il n'y a aucun signe de manifestation, ils fonctionnent normalement. Par contre, si vous avez une allergie, eh bien peut-être que vos yeux vont vous brûler, vous démanger, vont être gonflés, avoir du larmoiement. Eh bien cet exemple sur le plan physique, c'est la même chose pour le mental. C'est-à-dire d'un état de sérénité, de joie, où tout va bien, eh bien va se déclencher une souffrance, c'est-à-dire une absence de tranquillité, à travers, par exemple, de l'inquiétude, une incapacité à se concentrer, de l'irritabilité ou une sensation d'oppression. Or, si on veut avancer sur le chemin, et ce chemin n'est pas forcément uniquement un chemin de développement personnel ou un chemin spirituel, mais sur le chemin du quotidien, eh bien, cela nécessite de supprimer cette souffrance lorsqu'elle existe déjà ou d'éviter de créer toute nouvelle souffrance. Et l'objectif du yoga et de la yoga thérapie, eh bien, c'est celui-ci. Alors, avant de vous expliquer pourquoi nous souffrons et quoi faire pour y remédier, eh bien, je vais définir les états du mental et les symptômes d'un mental agité pour vous aider à prendre conscience de cet état. Alors, on recense, tout ce que je dis, c'est par rapport à selon le yoga.
on recense 5 états en fait du mental. On va partir de celui qui est le plus agité à celui qui est optimal. Donc le premier va se manifester en fait, c'est un état turbulent, chaotique, et il se manifeste notamment à travers par exemple une forte agitation, de la colère, de l'irritation. Ça, on est voilà, sur un mental qui est très perturbé. Ensuite, on va avoir un état du mental qu'on va appeler de torpeur, engourdi, en fait, léthargique. Pour vous donner un exemple, en fait, cet état du mental, on l'a, par exemple, après le déjeuner, le midi. Pour nombre d'entre nous, des fois, sans dire qu'on piquerait bien du nez, mais on sent qu'on a un peu du mal à réfléchir, surtout si on a une réunion avec du brainstorming, hein, c'est compliqué. Ou tout simplement au réveil, parce qu'au réveil, il suffit d'avoir passé une nuit pas très bonne, voire de s'être réveillé tôt et s'être rendormi sur le matin. Mais du coup, on a cette sensation, c'est compliqué de se lever. Voilà. Donc le mental peut être à différents moments de la journée dans cette torpeur et pas forcément au moment où on le souhaiterait, c'est-à-dire au moment approprié. Troisième état, on va être sur un état finalement de bonne concentration où vous aurez une qualité d'attention qui est présente, peu d'oscillation. Donc pour vous illustrer ça, tout simplement si vous vous mettez à lire un livre, eh bien observez si vous pouvez lire plusieurs pages sans être dérangé, être concentré, ou si vous vous dites j'ai une machine à laver à faire, il faut que je rajoute ça sur la liste de courses, que vous vous levez, que vous allez vous asseoir, etc. Ou tout simplement, est-ce que vous vous souvenez de ce que vous lisez? Le quatrième état, c'est un état d'attention sur un seul objet pendant une certaine durée, voilà, une longue durée. Pour vous donner là encore un exemple, pensez au chirurgien pendant qu'il opère. Et une opération peut durer un certain nombre d'heures. S'il n'est pas concentré, le temps de son intervention, ça peut être compliqué et avoir des conséquences négatives. Voilà, donc ça c'est un état, l'état du mental de concentration sur la durée. Et puis, l'état ultime et optimal de notre mental, eh bien, c'est lorsque nous manifestons 100% du potentiel en fait, de notre mental, c'est-à-dire que nous sommes dans une action intense, incessante et parfaite. Il faut savoir que notre vie n'est que la somme de nos actions, en fait, au quotidien. Ce qui fait notre vie, ce sont ces actions. Et c'est d'aller observer comment on réalise ces actions. Est-ce qu'elles sont optimales? Est-ce qu'elles sont d'une manière parfaite au sens approprié, juste? Ou est-ce que ces actions sont faites à la va-vite, avec un mental perturbé ou pas? Voilà. Alors, les 3 premiers états, il faut savoir que nous les vivons en alternance dans notre quotidien. Ça, vous l'avez. Le 4e état, celui pour mémoire du chirurgien, il est déjà plus rare. Et puis, le 5e état, c'est tout l'objectif du yoga. C'est d'amener effectivement ce mental à un état optimal pour mener à bien nos activités et qu'il développe 100% de son potentiel et qu'il ne soit bien sûr plus perturbé par les activités psychiques de son fonctionnement. Alors maintenant, je vais vous expliquer, vous allez me dire, mais comment on reconnaît un état du mental agité? Alors vous avez 4 signes. Le premier, ça va être, au sens large, nous ressentons comme une sorte de souffrance, en fait, sous la forme d'une sensation qui peut se manifester comme une sorte d'oppression dans l'espace du cœur, à cet endroit. Ensuite, on va être dans un état un peu de neurasthénie, de dépression, c'est-à-dire qu'on n'aura par exemple pas envie de voir du monde, on va avoir du mal à se mobiliser pour faire des activités, on n'aura plus envie de grand-chose. Voilà. Et ça, ce sont effectivement des signes. Ça ne veut pas dire, ça vous arrive une fois de temps en temps, c'est pas forcément qu'il y a dépression derrière ou déprime. Mais en fait, ça vous permet de reconnaître quand même ponctuellement le mental peut être agité, perturbé. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle des mouvements incontrôlés du corps, des tics. Parfois, on voit des personnes qui sont assises et puis qui vont être comme ça, faire ce mouvement de jambes, ils ne s'en rendent pas compte. Et il y a ce mouvement de jambes permanent. Voilà. C'est un exemple de mouvement incontrôlé du corps, mais qui en fait est le symptôme physique d'un mental agité.
Là encore, si vous voyez des gens qui tapotent du pied, qui bougent la jambe, on va dire qu'ils sont... Voilà. Mais c'est un élément, ou ça peut être d'autres parties du corps. Et puis enfin, ce qui est important, c'est qu'il va y avoir un effet important, un impact sur votre respiration et qu'elle va être désordonnée, incontrôlée. Et vous avez repris votre respiration. Oui, parce que vous avez parlé de la respiration, mais effectivement, je me retrouve dans deux situations. Et souvent, soit vous allez être en apnée, on ne respire plus, soit la respiration va s'agiter, s'accélérer. Vous pouvez même ressentir davantage les battements cardiaques. Voilà. Mais en tout cas, elle n'est plus fluide, elle ne coule plus comme ça. Et elle est ce qu'on va dire désordonnée, globalement. Hein. Voilà. Alors, après vous avoir défini les différents états du mental et les symptômes, les signes pour reconnaître un mental agité, eh bien, voyons maintenant les particularités du fonctionnement du mental. Alors, sa fonction principale, normale d'un mental, c'est de couler, de circuler comme de l'eau. Je vais vous donner l'image d'une rivière. Vous êtes devant un point de cette rivière et vous voyez l'eau s'écouler. L'eau que vous voyez devant vous n'est jamais la même, puisque à chaque seconde, elle suit son trajet et elle s'écoule. Voilà. Donc il y a un renouvellement permanent, une fluidité. Eh bien le mental, c'est pareil. Un mental qui fonctionne correctement, qui est optimal, eh bien ses activités vont s'écouler, être fluides et ne plus être les mêmes d'une seconde à l'autre, tout en étant néanmoins centré sur ce que l'on fait. Or, les soucis vont survenir. Quand quoi? Eh bien, premièrement, au lieu de couler, votre mental va rester bloqué sur une situation. C'est-à-dire qu'il va se figer. Et il ne circule plus. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il va ruminer, ressasser. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que vous avez sûrement vécu. Oui, dès qu'on a un problème, voilà. Tant qu'il n'est pas résolu, effectivement. Exactement. Bloqué, oui. Voilà. Donc, au lieu de circuler, d'être fluide, le mental, il se cristallise. Et du coup, la machine s'arrête et disque rayé, il rumine, il rumine, il rumine. La deuxième chose, c'est que au lieu de couler et d'être dans le présent, eh bien, le mental va retourner dans le passé. Ça vous parle aussi? Ah bah oui. Voilà. Le mental va retourner dans le passé. Et la troisième particularité, c'est que ce mental, sa nature, c'est il ne va pas retourner dans le passé sur des choses positives, mais il va retourner dans le passé sur des choses négatives. Voilà. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce mental, il aime souffrir. Alors, bien, ok, il aime souffrir, mais c'est sa nature. Donc, on ne se la gêne pas, voilà, par rapport à ça. C'est sa nature, sauf que quand il est dans une attitude négative, en fait, l'effet, c'est qu'il ne va plus pouvoir fonctionner correctement. Et quand il va vivre une situation, vous allez vivre une situation, qu'il va recevoir l'information de l'extérieur, qu'il va la traiter, l'analyser, et qu'il va devoir répondre, donner une réponse, eh bien, cette réponse ne sera pas toujours appropriée. Voilà. Et vont simuler, bien entendu, les émotions. Alors maintenant, je vous invite à vous poser la question, mais finalement, pourquoi nous souffrons? Qu'est-ce qui fait que, dans le quotidien, on est amené à souffrir? Alors, la souffrance, elle est, bien entendu, tout le monde la rencontre, même sur le plan physique. D'ailleurs, tout ce qui va être souffrance et douleur, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui traite spécifiquement de ça. Mais là, on est dans la souffrance morale. Voilà. Alors oui, il y a quelque chose en nous qui nous fait souffrir. Souvent, on ne sait pas trop comment on en est arrivé là. Mais c'est pourtant ce qui est la source de notre souffrance. Et en fait, le yoga va la nommer, en fait, méconnaissance, ignorance. Ignorance. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mental a une connaissance qui est complètement différente de la réalité. Alors, je vais vous expliquer un peu plus. Parce que, en effet, l'information qu'il va percevoir issue soit des situations extérieures, soit de nos propres actions,
de nos propres activités, eh bien, va être, comme je vous le disais précédemment, perçu et analysé comme de façon erronée. Voilà. Le mental, en fait, se trompe. Voilà. Alors, cette ignorance, elle a deux causes et je vais vous les illustrer. La première cause, c'est l'ignorance complète. Si je poursuis cette conférence en sanskrit, la langue du yoga, issue de l'Inde, qu'est-ce qui va se passer? Vous risquez le mental, votre mental va dans un premier temps repérer que j'ai changé de langue. Il va aller chercher dans votre réservoir, là, dans son réservoir, est-ce que je la connais, cette langue? Et puis il va chercher, puis il va tourner en boucle, il va dire bah non, elle m'est complètement inconnue. Il va bugger et il va apporter comme réponse ignorance. Je ne connais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Ok. Donc ça, okay, il y a plein de situations que l'on vit et dont la source de cette ignorance, c'est parce que on n'a pas l'information de stocker dans notre réservoir du mental. La deuxième source, c'est que on va avoir une connaissance qui va être autre que celle qui devrait être. C'est-à-dire qui ne correspond pas à la réalité de la situation. Je vous donne un autre exemple. C'est la nuit, vous vous réveillez, vous vous levez pour aller chercher un verre d'eau à la cuisine. Et en vous déplaçant pour vous rendre à la cuisine, dans un coin, vous voyez une tache sombre et vous dites « Oh, il y a une grosse araignée ». Et puis finalement, en avançant un peu, ça se trouve cette araignée, c'était pas du tout une araignée, c'est une feuille séchée qui s'est mise là, ou tout simplement, c'était le reflet de la lumière. Vous avez avancé, vous vous êtes approché et vous vous êtes rendu compte que c'était pas une araignée, mais c'était simplement l'ombre de la lumière tamisée sur le sol. Eh bien, ça, c'est effectivement une perception erronée par le mental d'une situation. Et cet exemple, en fait, on le vit, on le démultiplie au quotidien dans nos situations de vie. Et du coup, ces perceptions du mental, non seulement elles peuvent être erronées, et en plus, s'y ajoutent les colorations du mental. Alors, je vous donne un autre exemple par rapport à ça. Je vais prendre ce stylo. Pour vous, c'est un stylo lambda. C'est-à-dire que si par exemple je vous le passe pour remplir quelque chose, vous l'utilisez et puis finalement dans notre échange, vous oubliez de me le rendre et puis vous repartez avec. Bon, ok, c'est un stylo en plastique. Ah bah tiens, j'ai un stylo de plus et tout. Sauf que pour moi, c'est un stylo qui a de la valeur et pas économique, matérielle, mais sentimentale. Parce qu'il m'a été offert par une personne qui m'est chère, avec une histoire derrière. Et ce stylo, j'y tiens énormément. Donc, l'impact que ça va avoir sur moi va être complètement différent de l'impact sur vous qui retrouverez un stylo dans votre sac, puis vous allez le ranger dans la boîte à stylo avec tous les autres, et puis il va sortir de votre pensée tout de suite. Or, moi, non. Et il va déclencher une sorte de souffrance. Ça va? C'est clair pour vous? Voilà. Et en fait, finalement, mais une souffrance qui, ok, ça déclenche une souffrance, mais la réalité, attention, ça reste un stylo. On est sur un objet. Voilà. Donc, la souffrance n'est pas tant liée à l'objet en lui-même qu'à la déformation de la situation. Et en fait, finalement, c'est comme si nous portions des lunettes de soleil en permanence et qu'on avait oublié qu'on les portait. Donc ces lunettes, elles assombrissent notre perception du monde. Qu'est-ce qui va se passer du coup? Le monde devient sombre. Et si on oublie que nous portons ces lunettes et qu'on les garde en permanence, eh bien on finit par croire que le monde est vraiment sombre. Et du coup, nous allons modifier notre comportement pour nous adapter à ce monde qui nous paraît sombre. Donc, la yoga-thérapie et le yoga, elles se proposent en fait de transformer en fait le psychisme. Quand je dis transformer, c'est-à-dire
de prendre conscience de ces perceptions erronées de notre mental, des réponses que l'on va apporter en ayant gardé nos lunettes de soleil sur le nez en permanence, pour pouvoir modifier nos habitudes comportementales et du coup apporter les réponses appropriées dans un état du mental, souvenez-vous des 5 états que j'ai dit tout à l'heure, où vous retrouvez la sérénité et en fait l'absence de symptômes de perturbation et de souffrance. Voilà. Alors du coup, oui, une petite question, alors peut-être qui n'a rien à voir avec ce que vous avez déjà évoqué. Quand vous parliez tout à l'heure de l'ombre en fait du cerveau, enfin ou du mental en fait qui s'imagine des choses, comment vous situez les phobies? Parce que c'est mental aussi. Oui, tout à fait. Alors que voilà, vous voyez un animal qui vous a jamais rien fait finalement, et non. Vous en avez peur, vous en avez une peur bleue, oui. Et on ne sait pas comment gérer ça en fait. Non, non. Alors la phobie, effectivement, c'est qu'à un moment donné, il y a une représentation, et peut-être que la suite va vous donner un élément de réponse, mais effectivement, c'est créer une représentation, si on prend l'animal, de peur. Oui. Voilà. On ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il va manifester ça. Et du coup, derrière, je vais répondre après, mais vous allez déjà réfléchir comment vous vous situez par rapport à cet animal. Alors du coup, ça me fait rebondir votre question. Je vais ajouter par rapport aux autres causes de souffrance. Je vous ai dit, alors c'est la source, la cause des autres, desquelles toutes les autres déclinent, c'est l'ignorance. Mais vous avez d'autres causes de souffrance que je ne vais pas développer aujourd'hui parce que ça fait l'objet vraiment d'approfondir le sujet. Ça peut être du coup un autre temps. Mais les autres causes de souffrance auxquelles fait référence le texte des Yoga Sutras, eh bien ça va être l'ego. C'est-à-dire ce qu'on va appeler moi ou à moi, qui m'appartient, c'est-à-dire comment l'ego va prendre la place et la priorité sur ce qu'on vit, c'est-à-dire on ramène tout à soi, où c'est mon chien, c'est ma femme, c'est ma voiture, c'est voilà. Mais l'ego, c'est aussi la petite voix négative, hein, souvent. Hein. Oui, c'est dans votre tête. Hein. Oui, c'est ça. Alors, l'ego, l'ego, en fait, c'est le sentiment d'individualité. C'est-à-dire que vous savez que vous existez avec le jeu en tant que personne. Et voilà, ce qui fait que vous avez conscience. Sauf que, donc, ça, c'est pas problématique. Sauf que cet ego, c'est un petit peu comme le mental, il a une nature, c'est-à-dire qu'il varie et il peut être un peu démesuré au sens de se dire, il va prendre le dessus, exactement, et se dire, l'ego, c'est un petit peu, il se regarde, hein, et c'est lui avant tout. Donc, c'est effectivement quand l'ego prend le dessus dans une situation de vie quotidienne, eh bien, c'est une des raisons d'agitation du mental et de souffrance. Une autre cause, ça va être l'attachement. Alors, l'attachement aux autres et l'attachement aux choses. Donc là, très naturellement, si on vit une séparation, si on vit un deuil, il y avait l'attachement à l'autre. Les choses matérielles, si je perds mon stylo, ou je casse un objet, un vase mais aussi que j'appréciais particulièrement, ça ne nous laisse pas indifférents. Voilà, donc il y a l'attachement aux objets, l'attachement aux choses, aux situations de vie. Hein, parfois, on est amené à changer de travail, il y a aussi un attachement et on a du mal à couper le lien de la précédente pour la suivante. Et puis, alors je viens sur ce que vous disiez, phobie, la répulsion. Donc, la répulsion, c'est la sensation que vous ressentez qui vous donne envie de fuir, qui est différent de la peur, qui est la dernière cause de souffrance qu'évoque le texte fondateur du yoga, le Yoga Sutra. La répulsion, c'est-à-dire qu'il y a un sentiment d'envie de fuir une situation, donc l'exemple de l'araignée, quand il y a de la peur, de la phobie, et vous avez la peur. La peur ne donne pas forcément envie de fuir une situation, mais derrière toute peur, il y a la peur ultime qui est celle de la mort. C'est-à-dire qu'on repère un danger, et qui est réel ou pas. Donc s'il est réel,
vous mettez en place le processus qu'il faut, genre il y a un serpent qui arrive devant vous, vous n'allez pas attendre qu'il s'enroule autour de votre jambe, voilà, vous allez faire ce qu'il faut. Par contre, parfois, tout devient, notamment quand le monde est sombre, tout devient source de danger, alors que ce n'est pas forcément le cas. Voilà. Des questions? Pareil pour le vertige, du coup. C'est pas une phobie, mais bon, c'est aussi un état comportemental une personne qui a peur du vide. Alors, le vertige, c'est différent, parce que déjà, il faut aller observer s'il n'y a pas une pathologie sous-jacente. On peut avoir des sensations de vertige liées à des problèmes d'oreille interne, donc ça demande d'aller d'abord vérifier qu'il n'y a pas de pathologie sous-jacente. Et après, on est sous une sorte d'attraction. Derrière le vertige, quand vous êtes au bord d'une falaise, observez ce qui se passe. Souvent, il y a le fait de dire « et si je me jette ?» On est attiré. Voilà, il y a une attirance. Hein. Et du coup, par contre, le mental, il sait, c'est-à-dire qu'il va se mettre en retrait pour ne pas passer à l'acte. Hein. Donc, c'est un peu différent à ce niveau-là. Vous avez une question? Non. Alors, du coup, revenons-en en fait, effectivement, de comment en fait transformer ce psychisme au sens où l'objectif, c'est d'éliminer en fait cet état de souffrance. Alors, et là, je vais répondre à votre question précisément. Qu'est-ce qui fait que la souffrance survient? Il y a une raison particulière à cela. C'est que le mental pense que la situation est plus puissante que l'individu. Si je reprends mon stylo, c'est vous. C'est la situation. Et du coup, en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il considère du coup que la personne, qui c'est nous, qu'il y a une faiblesse. Et il rend la situation beaucoup plus puissante, beaucoup plus importante. On se dit, oh là là, on ne va pas être capable de gérer. Et ça, répété X fois au quotidien ou dans une vie, eh bien, ça amène cela. Alors que quand le mental est fort, et ajouter au mental les systèmes physiques et physiologiques, c'est-à-dire le corps, la respiration, sont aussi forts, eh bien, dans ce cas-là, ce que vous allez percevoir de l'extérieur comme de l'intérieur, en fait, ne va plus vous envahir, ne va plus envahir le mental. Donc, quel va être l'objectif, en fait, de l'approche thérapeutique du yoga, d'après vous? Maîtriser son mental. Alors, maîtriser son mental. Et avant de le maîtriser, en fait, ça va être de récupérer un mental fort et stable. Voilà. Donc, comme, j'ai envie de dire, comme vous le faites avec le corps, si on veut renforcer le corps, savoir le muscler, voilà, eh bien, on va fonctionner un peu de la même façon avec le mental. Alors, ça va demander plusieurs aspects, plusieurs étapes. Dans un premier temps, ça va vous demander un effort. C'est-à-dire, derrière effort, j'entends votre participation. Voilà. Parce que, comme je vous disais, c'est comme pour muscler vos abdos ou vos pectoraux. C'est pas avec un claquement de doigts qu'on a les tablettes qui arrivent. Vous allez peut-être faire de la musculation, vous allez peut-être vous inscrire à un cours de gymnastique, faire une routine chaque matin, mais de toute façon, vous allez faire quelque chose pour changer l'aspect des abdos. Le mental, c'est ni plus ni moins un aspect de notre constitution. Et donc, on va fonctionner avec cet aspect de cette partie de notre constitution de la même façon qu'avec nos abdos ou nos fessiers. Voilà. Donc, et du coup, ça me fait dire aussi que quand vous entendez yoga thérapie, oui, il y a thérapie. Mais thérapie, vous allez pratiquer les techniques que je vais vous transmettre. En premier temps, on va échanger, m'expliquer ce qui vous amène. Mais après, vous allez pratiquer. Et derrière thérapie, c'est répétition. Et c'est la répétition des techniques que je vais vous transmettre au quotidien qui fait qu'il va y avoir un effet sur les symptômes du mental agité. Voilà. Et yoga thérapie, yoga, tout simplement parce que les techniques que je vais vous transmettre sont issues du yoga.
et adapté pour qu'il y ait les effets attendus sur ce pourquoi vous êtes venu me voir. Et là, en l'occurrence, lié au mental. Voilà. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que ça va demander du temps. C'est-à-dire que si vous venez me voir parce que vous souffrez d'asthme depuis 30 ans, c'est pas en une fois que votre asthme va disparaître. Voilà. Eh bien, pour le mental, ça va être la même chose. C'est-à-dire que vous allez, si vous êtes prêt à pratiquer, eh bien, à un moment donné, des effets vont se produire. Et là encore, c'est la régularité de la pratique qui va apporter ces effets. Donc ça, je le dis, c'est important parce que on est un peu parfois dans cette demande-là, hein, comme on peut prendre un médicament, un comprimé, et puis on a mal à la tête, on prend un Doliprane, et puis on n'a plus mal à la tête dans la demi-heure qui suit. Si le mental a un fonctionnement qui est perturbé, pas forcément en permanence, mais d'une manière qui alterne avec d'autres états depuis 30, 40, 50 ans, votre mental, vous n'allez pas modifier son fonctionnement, c'est-à-dire lui apporter de nouvelles habitudes comportementales en une séance. Vous nous aviez expliqué aussi que ça pouvait avoir des impacts, enfin, pour tout ce qui était confiance en soi ou dans certaines, selon ce qu'on voulait, vous aviez la thérapie adaptée. Oui. Et j'arrive pas à, enfin pour moi le yoga, j'en ai pratiqué, j'arrive pas à visualiser comment avec des exercices de yoga, on peut arriver à aider quelqu'un, voilà, booster son mental, à aider quelqu'un qui peut, je sais pas, plus positif, ou avoir plus de confiance, plus de dynamique. Enfin, la dynamique à la rigueur, oui, mais la partie un peu confiance en soi et peut-être pour les personnes un peu introverties, peut-être aider à être un peu plus extraverties, ce genre de confiance-là, j'ai du mal à avoir. En d'autres termes, c'est est-ce que là, vous ne voyez pas quelle technique je vous donnerais pour que ça... Bah, c'est normal. Oui, parce que ça paraît pas... Pour moi, c'est vraiment axé sur des exercices physiques, oui, respiratoires également, oui, mais vraiment, il y a un aspect physique. Et c'est là que j'ai du mal à avoir entre le physique et le mental, à projeter le... Alors, le mental, oui, pour le yoga, parce que moi aussi, j'en ai fait longtemps. Et c'est vrai que le mental, parce qu'il y a des... Vu que c'est en fait des... On travaille les muscles profonds et tout ça, parfois, c'est pas vraiment mental, ça fait mal. Mais effectivement, comme elle dit, arriver effectivement à travailler son mental pour d'autres, enfin voilà, sur d'autres situations, ouais, ça paraît. Alors, je vais répondre à vos questions et merci de les poser parce que voilà, elles sont vraiment pile poil dans le sujet, elles sont très très bien. Du coup, ça me fait aller directement sur le troisième point. On a parlé de votre participation, du temps qui est nécessaire. Et l'autre aspect, c'est qu'on ne peut pas directement travailler sur le mental, atteindre le mental. Comme je vous ai dit tout à l'heure, un mental stable et fort, ça passe aussi par une constitution physique et physiologique stable et forte. Donc on va d'abord travailler, alors d'abord parallèlement, mais on va aussi travailler sur votre constitution physique, sur votre constitution physiologique. Vous avez parlé notamment de la respiration, comment votre respiration vous aide ou à l'inverse vous dessert dans les situations. Et on va pouvoir ensuite travailler sur le mental. Et au niveau des outils, eh bien en fait, vous avez parlé des postures, vous avez parlé de la respiration, donc il y a des techniques respiratoires, cela, mais on va aussi utiliser des sons. Voilà. Je ne parle pas de chant, hein, derrière, il n'y a pas besoin de savoir chanter, mais on va utiliser des sons particuliers, des syllabes, voilà. Et puis on va utiliser aussi un outil qui est relativement puissant, c'est la visualisation. Et c'est la combinaison de l'ensemble de ces outils qui fait que, encore une fois, adapté à qui vous êtes, chacun, chacune, que les effets vont se produire. Et l'ensemble de ce que je vous ai dit, donc ça demande votre participation, ça demande du temps, et on ne peut pas travailler directement sur le mental, donc on va travailler sur l'ensemble de la constitution, donc la yoga thérapie intervient bien sur l'ensemble de la constitution. Ces 3 points se font aussi dans une relation avec le yoga thérapeute de confiance et de bienveillance. Ça, c'est important. C'est un aspect qui est fondamental. C'est-à-dire que quand vous venez vers votre yoga thérapeute, quel qu'il soit,
eh bien, vous ne vous posez pas de questions. La relation s'est instaurée et c'est vraiment un travail de binôme, d'échange. Moi, je dis c'est un travail d'équipe. Ok, je vous donne les outils appropriés. Ok, vous allez faire chez vous. Mais les résultats, c'est un binôme. Parce que parfois, des fois, on peut venir vous consulter sans trop savoir pourquoi on est dans cet état-là aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que, on ne sait pas. Oui, voilà. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parfois, on ne sait pas bien comment on s'est retrouvé dans cet état-là. C'est ça, voilà. Voilà. Mais à l'origine, il y a de l'ignorance derrière. Enfin, il y a une situation qui fait que, voilà, où il y a l'ego, où il y a de la répulsion, où il y a eu de la peur. Mais vous avez les techniques pour poser les bonnes questions aussi et savoir à peu près oui. ce qu'il en ressort, parce que finalement, nous, on ne sait pas nous-mêmes. Yoga thérapeute, c'est 4 ans de formation. Donc effectivement, il y a, ok, on apprend quels outils on peut transmettre, mais on apprend aussi à observer une constitution, Voilà. on apprend aussi à échanger, savoir poser les questions qu'il faut. Mais encore une fois, c'est juste pour bien comprendre ce qui vous amène et identifier ce qui se passe pour vous et que vous voulez supprimer. Voilà. Hein. Après, une fois qu'on a posé la première séance, on a posé les choses, on ne va pas rediscuter à la suivante pendant une demi-heure. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, on passe à l'action. Donc, enfin, dès la première séance, on passe à l'action. Alors, pour conclure sur ce sujet, et pour résumer en fait l'approche thérapeutique dans cela, c'est-à-dire mettre en pratique cette sagesse que le yoga nous propose, eh bien, c'est quoi ? 1, c'est percevoir que je suis en difficulté. Il n'y a aucun doute là-dessus, c'est-à-dire que je ne me voile plus la face. Oui, j'ai une difficulté. Et c'est ok. Donc c'est reconnaître sa souffrance. La deuxième étape, c'est reconnaître qu'il y a des raisons précises à ces difficultés, à cette souffrance. Et si je suis en difficulté, c'est parce qu'il m'est arrivé quelque chose. Et donc ça va être d'identifier la cause de cette souffrance. La troisième étape, c'est souhaiter sortir de cette souffrance, de ces difficultés. Et pour cela, il va falloir que je fournisse un effort. Du coup, à partir de là, on va pouvoir identifier l'objectif. C'est quoi qu'on veut. Et enfin, la dernière étape, c'est être vraiment prêt à s'en sortir et faire tout ce qu'il faut pour m'en sortir. Et du coup, là, on va définir les moyens, les outils, les techniques. D'autres questions ? C'était très intéressant et motivant, c'est motivant. Eh bien, merci à vous d'avoir appris.